Nous, on est un constructeur ou un éditeur d'outils de sécurité. Quasiment tout est rouge chez nous, en fait, pour la petite histoire. Ça s'appelle WatchGuard. Comme vous disait Frédéric, vous allez travailler sur du WatchGuard à un moment ou un autre, à certains moments de votre cursus. Et nous, on propose des solutions de cybersécu, de protection justement contre les hackers. Et au final, l'objet de cette présentation, elle a duré 2 heures. Il y a 2 parties à cette présentation. Première partie, c'est on prend du recul. Et je vais vous expliquer ce qu'on voit en termes de hacking au niveau, c'est pour ça le terme de plonger au cœur du hacking, voir comment le hacking a évolué. Et ça, c'est la première partie, avec plein d'informations dans le domaine de la cybersécu. Et la deuxième partie, je vais vous présenter nos solutions rapidement, parce que réellement, pour faire ça, on pourrait mettre 4 jours en cursus complet. Un cursus technique de formation, ça peut aller jusqu'à 4 jours. Donc ça va être dense en 2 heures. N'hésitez pas surtout à poser des questions. Par exemple, il y a un moment, j'ai peut-être parlé de malware, et il y en a certains qui vont dire malware, c'est quoi déjà un malware? N'hésitez pas à me poser la question, parce que pour moi, c'est certaines choses qui sont devenues évidentes, mais voilà, ça parle peut-être pas à tout le monde, donc n'hésitez pas. Un autre truc, quand Frédéric parlait de votre smartphone tout à l'heure, donc si vous pouvez le mettre en mode silencieux, c'est très bien. Et je vous demanderai de le sortir à un moment parce que j'ai un test. Normalement, si ça marche, vous aurez 3 questions. Ça doit être à peu près, je pense, d'ici une demi-heure ou 40 minutes. À vous d'être attentifs pendant la présentation, parce que je vais reposer des questions que vous aurez vues en partie dans la présentation. Et donc, à ça, c'est un outil sur lequel il faut répondre. Vous rentrerez le lien plus un code. Et là, finalement, ça fait un mini concours, en fait. Et c'est ceux qui vont répondre de façon juste aux questions et rapidement vont être classés. Et au final, j'ai ramené des trucs ici, dans ma petite besace. Alors, il y a des lots. Et donc on va faire un classement, il y aura le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. C'est des goodies que j'ai ramenés ici. Le truc, c'est que ce que je vous propose, c'est que le premier choisisse le lot qu'il veut dans tout ça. Pareil, le deuxième, il choisit son lot, et jusqu'au cinquième, qui n'aura pas le choix, il prendra ce qui lui restera, justement. De là, je vous ai ramené un ventilateur USB, très utile en hiver. On a un polaire WatchGuard en taille L. C'est un soft shell ou je sais pas quoi, c'est en taille L. On a un kit barbecue. C'est notre marketing qui fait des goodies, qui essaie de trouver des trucs différents, et voilà, c'est ce que j'avais. Là, on a le kit de pique-nique avec la nappe et le truc isotherme. Et là, c'est la pochette surprise. Je vous dis pas ce qu'il y a dedans. Nous, avec Frédéric, quand on était gamin, à peu près le même âge, quand on était gamin, on allait à la boulangerie, il y avait des espèces de cônes en carton. Vous aviez ça, vous aussi, non? Et en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a juste la surprise garçon et la surprise fille. Là, c'est une surprise mixte, pour le coup. Mais je vous dis pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est pour ceux qui sont joueurs, pour le coup. Ça va pour le niveau sonore ou pas? Ouais, ok, et ben on est parti. Donc, on va parler d'accélération du hacking. Ça, c'est un truc quand... Je ne sais pas si vous rendez... Est-ce que vous vous rendez compte justement qu'on est en train de vivre une accélération du hacking ou pas plus que ça? Vous en êtes conscient ou pas? Ouais. Pour les autres, vous en rendez compte ou pas forcément? Ouais, il y a quelques oui dans la salle. Là, à chaque fois, vous aurez la présentation, il y a des articles qui sont ici en lien. Là, c'est notre ministre de la Défense actuel qui indique qu'en France, les cyberattaques ont été multipliées par 4 en l'espace d'1 an. C'est récent, ça date de mars 2021. C'est pas la seule à dire ça. Il y a aussi Guillaume Poupard, qu'on ne voit pas bien, il est derrière avec un masque. Guillaume Poupard, c'est le patron de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est finalement la cybergendarmerie en France, finalement. Et c'est une structure qui est géniale, qui apporte énormément d'informations et qui est vraiment... ils sont hyper importants en termes de lutte contre le hacking. Guillaume Poupard a indiqué lui aussi, il n'y a pas longtemps, ça fait du mois de juin, il indiquait lui aussi qu'on a x4 en nombre de cyberattaques en un an. x4, c'est quand même assez...
c'est quand même important, sachant que on était déjà à des valeurs importantes et on voit une vraie courbe d'accélération du hacking, justement. Et de là, cette présentation qui va vous donner pas mal d'infos sur le sujet. Et donc, je me suis amusé à faire un truc, c'est de répertorier les cyberattaques médiatisées en France mois par mois. Là, il n'est pas à jour, j'ai pas eu le temps de le refaire pour le mois de juillet et d'août. Mais finalement, ici, vous aurez donc cette présentation et on voit, il y a les liens correspondants avec les articles de presse correspondants. Et une chose, c'est que c'est qu'un tout petit bout de l'iceberg en termes d'hacking. Clairement, personne n'est capable de savoir combien d'attaques il peut y avoir en France et même au niveau mondial, mois par mois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre un petit peu de recul, où on voit mois par mois, il y a tout en termes de structure. Il y a beaucoup de mairies, il y a beaucoup de centres hospitaliers, il y a des grosses boîtes, il y a des petites boîtes, il y a vraiment de tout, il y a des universités, il y a tout dans tous les sens. On voit, j'ai pas fait le calcul exact, mais on doit être à grosso modo 25 cyberattaques médiatisées par mois. Juste pour la petite histoire, quand je suis rentré chez WatchGuard il y a 6 ans, on avait une cyberattaque médiatisée par mois, c'est tout. Et ben, vous voyez 6 ans plus tard ce que ça donne. Et on verra ce que ça sera l'année prochaine et l'année encore après. Dedans, lisez les articles, il y a plein de choses intéressantes. Il y a une partie des articles qui sont pourris, mais il y a une partie des articles qui est vraiment intéressante et qui va expliquer plein de choses en termes de toutes ces attaques. Il y en a certains qui reviennent régulièrement. Il y a des toutes petites boîtes, genre ici, là, ça, c'est une pâtisserie à Colmar. Là, la miroiterie Noni, c'est une TPE, il doit être 3. À côté, il y a un Cdiscount, un Trigano, il y a l'hôpital de Villefranche, il y a tout en termes de structure. Il y a des CHU, il y a vraiment de tout, dans le public, dans le privé. Il y a aussi des qui apparaissent à un moment, genre Econocom. Celle-là, elle est magnifique. Econocom, c'est une entreprise dans le secteur informatique. L'attaque a été médiatisée, genre ça devait être en novembre ou en décembre. Pourquoi? Parce que les hackers, les hackers avaient demandé une rançon et Econocom n'a pas payé la rançon et a passé sous silence cette attaque. Et bizarrement, au moment où, en novembre-décembre, où les hackers ont commencé à publier des informations exfiltrées d'Econocom, c'est là où ils ont commencé, Econocom à avouer qu'ils s'étaient fait hacker. C'est ballot ça, c'est ballot parce que, il y a une notion de RGPD. C'est la réglementation européenne en fait sur la protection des données. Vous allez en entendre parler à un moment ou un autre de votre cursus, on parle de RGPD ou GDPR en anglais. Et ça, c'est un ensemble de textes réglementaires au niveau européen qui ont un peu plus cadré les choses en termes de fuite, de protection des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel, c'est vos emails, c'est votre téléphone, c'est toute donnée qui a trait à une personne. La RGPD, un petit détail, c'est que quand on se fait hacker ces données, une entreprise se fait hacker ces données, elle a 72 heures pour prévenir la CNIL et les personnes concernées par le hacking. Et si elle ferme sa tronche comme Econocom, eh ben, elle peut se prendre une sacrée amende qui peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel de la société ou, je ne sais plus combien, je crois que c'est jusqu'à 4 millions d'euros en amende. Petit détail, ils n'auraient pas dû le planquer. À mon avis, c'est le début de la RGPD, c'est pas si vieux que ça. Je pense qu'ils vont se faire taper sur les doigts, qu'ils se sont fait taper sur les doigts par la CNIL, qui, à mon avis, ne leur a pas filé 4 millions de dollars d'amende parce qu'ils s'étaient déjà fait hacker leurs données et ils n'allaient peut-être pas se faire retaper sur les doigts en prenant une grosse amende. Mais entre-temps, c'est régulier qu'on ait des cas de hacking comme ça qui ne ressortent que quelques mois ou voire jamais justement. Et de là, après, derrière, il y a plein de structures qui n'en parlent jamais. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas combien il y a de personnes concernées. Donc de là, ça va pour le son ou pas, toujours? Ok. Donc de là, vous allez récupérer un certain nombre de statistiques qui sont dans les slides d'après. Et je gesticule pas trop, en fait. Ok, merci. Donc, un certain nombre de statistiques pour essayer de comprendre qui seraient les hackers. Déjà, on parle toujours des groupes de hackers. Les groupes de hackers, c'est que 20% du hacking finalement. Il est où mon pointeur? Il est là. Les groupes de hackers, c'est là. On parle toujours de ces groupes de hackers. Il y a les personnes seules, c'est 24% des hackers. Il y a les étudiants qui, parmi vous, fait des conneries le week-end ou le soir. C'est 22% du hacking.
Mais le plus important, c'est là. Les groupes organisés et outillés, finalement, dedans, il y a deux composantes. Déjà, c'est le plus gros du hacking, c'est 30% du hacking, et c'est celui qui grossit le plus vite, c'est plus 9%. Et dedans, il y a deux composantes. Il y a les groupes mafieux et le hacking d'État. Le hacking d'État, c'est finalement des hackers qui vont être missionnés par un État, par exemple la Russie, entre autres, pas que la Russie, mais ils reviennent souvent les Russes, qui vont finalement faire des attaques en fait ça devient de la géopolitique à ce moment-là, dans le sens où par exemple les dernières attaques qu'il y a eu sur tout ce qui est système de santé avec les centres de vaccination qui se faisaient hacker, qui fait ça? Il y a souvent une grosse part qui vient de hacking d'État, c'est de la déstabilisation géopolitique pour emmerder les voisins finalement, simplement ça. On verra qu'on est vraiment rentré dans une cyberguerre. La prochaine guerre, tout le monde dit qu'elle sera cyber, réellement, avec une grosse ampleur. Et on le voit déjà avec des signes qui arrivent. Le deuxième élément, c'est... Je vais ajouter un petit truc, je viens d'apprendre, parce que j'ai organisé une conférence cybersécurité, alors qu'avec les deuxièmes années, donc c'est pour ça que je me permets de prendre la parole, avec une personne de la marine qui nous a expliqué qu'il y a des choses qui ont changé au niveau légal, et que maintenant, l'armée est autorisée à répondre physiquement pour une attaque cyber. C'est-à-dire qu'il peut envoyer des bombes pour répondre à une attaque de cyber. Mais c'est pas anodin, parce qu'il faut être sûr de son coup. On ne répond pas, il y a beaucoup d'attaques d'État, du coup ça pose des questions. Il y a une forme de guerre froide, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a une guerre froide qui est en cours quand même. Vous avez cité un des États qui peut poser des problèmes. Il faut savoir que ça a des vraies conséquences, on n'est pas en train de parler du truc anodin. Ouais. S'il y avait une rédirection de l'attaque et du coup ils vont tomber. Justement, c'est toute la problématique, c'est de ne pas répondre bêtement à la première IP venue. Surtout pour aller dans ce sens-là, en fait, c'est très compliqué de trouver l'origine d'une attaque réelle. Dans le sens où des fois les hackers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'amuser à rentrer du code nord-coréen dans l'attaque pour pointer du doigt les Nord-Coréens en disant « Oh, les enfoirés de Nord-Coréens !» Donc ça peut être compliqué, c'est pas évident d'avoir la raison, justement. Pour aller dans le sens justement de ce que disait Frédéric, je lisais un article il n'y a pas longtemps qui disait que le Royaume-Uni, pour la première fois, au niveau de l'armée, ils étaient tombés à leur plus bas niveau de soldats physiques, par rapport à l'année 1850. Imaginez le truc, et ils redirigent tous les moyens vers la cyber. On est vraiment en guerre, en cyberguerre. Enfin, c'est une partie du hacking, c'est pas tout le hacking, heureusement. Mais voilà, c'est un point qui est vraiment devenu important. Le deuxième groupe qui est ici, c'est les groupes mafieux. Les groupes mafieux, finalement, on le verra après dans la presse, ils récupèrent, finalement, il y a plein de fric à se faire dans ce domaine-là. Pas que je veux vous inciter à faire du hacking, parce que justement après il y a la tôle et compagnie, mais, et les conséquences correspondantes, mais ils se mettent à fond sur le hacking. Il y a toutes les mafias du monde. C'est Guillaume Poupard, le patron de l'ANSSI. Je crois que cette slide, elle doit être à la fin en slide caché. Guillaume Poupard, le patron de l'ANSSI, qui disait que toutes les mafias du monde sont en train d'aller vers le hacking parce que ça ramène un fric de malade. Et donc derrière, ça c'est qui seraient les profils d'attaquants. On va aller creuser sur les motivations des attaquants. Les motivations, on parle toujours de ransomware. Vous voyez ce que c'est un ransomware ou pas? Tout le monde ou pas? Ouais. Ouais, peut-être au cas où, je vais peut-être redire ce que c'est un ransomware. Un ransomware, c'est un malware qu'on va se récupérer par plein de biais différents. Par exemple, en cliquant sur un email à la con. Genre les emails, tous les emails qu'on reçoit au quotidien, genre les trucs Amazon, les trucs Free et compagnie sur lesquels on ne fait pas gaffe. Ça, il y en a certains qui sont tout pourris, on sait que c'est du phishing, mais il y en a certains qui sont très fins et on peut tomber dans le panneau. Et là justement, ça peut être un biais par là où justement on clique sur quelque chose, ça nous ramène une saleté sur le poste. Et finalement, on parle de malware. Le malware, c'est le fourre-tout dans lequel on met toutes les saletés. Un malware, ça va être un ransomware, ça va être un virus, ça va être un cheval de Troie, ça va être une porte dérobée, plein de choses justement. Et c'est catégorisé dans les malwares justement.
Et donc, ils vous mettent un malware sur le poste et ça va commencer à chiffrer les données. Quand tout le poste est inutilisable, ça demande une rançon, justement. De là, le principe du ransomware. On parle tout le temps de ransomware, mais finalement, les ransomware, c'est que uniquement 25% des attaques. Au final, on l'oublie, on ne se rend pas compte. Il y a plein d'autres raisons en termes de hacking. Une des raisons qui est aussi assez importante, c'est ça, le vol de données. C'est 30% du hacking. Et finalement, le vol de données, c'est quoi? C'est une structure qui se fait hacker. Il y a souvent on voit deux conséquences. Des fois, c'est la cause. Par exemple, c'est une structure chinoise. Rien contre les Chinois, mais en termes de hacking, eux aussi, ils vont fort. Donc, un groupe de hacking chinois qui est missionné par une structure, une société, pour aller spécifiquement piquer de la donnée à leurs concurrents occidentaux. Et finalement, une grosse partie, et ça finalement derrière, c'est de la perte de savoir-faire, parce que ça veut dire que le concurrent qui est loin, il récupère, il va piquer une partie des données, et donc dedans une partie des savoir-faire de la société. Ils ont des gens, ils vont mettre des des moyens au niveau humain, au niveau de tous les moyens possibles et imaginables, et ils vont faire ces savoir-faire, les intégrer, les triturer dans tous les sens, et au final, se retrouver 2 ans plus tard avoir dépassé ce concurrent et l'avoir mis sur le côté. Et en fait, c'est un gros risque, c'est le premier type de risque, la structure qui missionne un groupe de hackers pour aller piquer de la donnée à un concurrent. Ça, on le voit très régulièrement. Et le deuxième élément, c'est la cerise sur le gâteau qu'on appelle ça, c'est le groupe qui met un ransomware dans une structure, publique ou privée, qui en profite pour exfiltrer les données et qui récupère ou pas une rançon et revend ces données sur les forums ensuite au plus offrant. C'est les 2 cas d'exfiltration, de vol de données qu'on voit le plus souvent. Mais c'est un risque pour l'entreprise. Et les structures, en général, ne se rendent pas compte que 30% du hacking, c'est du vol de données. Elles disent « Ouais, mais c'est bon, moi je suis une PME qui est au milieu de la campagne, là, j'ai vu sur les champs, personne je ne vais pas être attaqué. » Mais tu es connecté à Internet, donc ça veut dire qu'au quotidien, tu t'en rends même pas compte parce que ton firewall, il est tout pourri. Mais au final, tu n'as aucune visibilité, mais au final, tu te fais sonder en permanence il y a des sondes qui sont en train de lancer de partout dans le web en permanence c'est pas des attaques, c'est de la cartographie finalement pour cartographier le web mondial et voir quelles sont les structures qui sont plus ou moins attaquables par telle ou telle faille de sécurité. Les failles de sécurité, il y a des sites qui vont les CVE détails, par exemple, qui vont lister toutes les vulnérabilités. Vous mettez tel système d'exploitation, tel applicatif, et ça vous sort toutes les vulnérabilités qu'on peut, avec cette version d'OS ou d'applicatif, rentrer justement dans la structure. Et les gens ne se rendent pas compte, ils sont cartographiés, et s'ils avaient un firewall, ça bloquerait justement, un vrai firewall qui marche bien, ça bloquerait il y a l'IPS, c'est un des services de sécurité des boîtiers, qui bloquerait ce genre de choses, justement. Si j'avance, on va parler des rançons, justement. Quelques statistiques sur les rançons. D'après vous, quelle est une structure qui se prend en ransomware? Combien de pourcentage des structures vont payer la rançon, d'après vous? Tout le monde le déconseille, que ce soit nous, que ce soit l'ANSSI, que ce soit la gendarmerie au sens large, que ce soit les éditeurs de logiciels, les prestataires, tout le monde déconseille de payer une rançon. Mais la réalité, c'est que quand une structure elle est à l'arrêt, combien d'après vous? Ouais. Allez-y, donnez des chiffres. 80-90%. Non. 100%. Non. Combien? 60? Non. 81. Mais non, c'est généreux, 25%. C'est pas beaucoup, hein. Et sachant que, en plus, il y a moi, quand j'ai vu ce chiffre-là, il m'a fait halluciner, parce que nous, on était habitués à avoir des trucs comme 5% des entreprises qui payaient les rançons. Mais ça a changé parce que le hacking est devenu de plus en plus brutal. Et surtout une chose, c'est que maintenant, il y a l'exfiltration des données. Avant, ils chiffraient les données sur un poste. Déjà, le côté brutal, c'est qu'avant, c'était du petit hacking. Il y a encore 2 ans, c'est quelqu'un qui se prenait une saleté comme ça chiffrait un poste, un PC, un serveur de fichiers éventuellement,
Et puis voilà. Et ce qui se passe, c'est que la structure, elle disait elle relouillait, elle prenait une sauvegarde, finalement le poste, il le formatait, il réinstallait l'OS, les applicatifs correspondants, et ensuite il reprenait la dernière sauvegarde, et il réinjectait la sauvegarde correspondante pour refaire partir le poste s'ils avaient la sauvegarde. Et en général, c'est ça qui se passait, donc ils rallouillaient en disant on a perdu 2 jours de boulot, fait chier. Mais c'était juste ça finalement. Là, sur les 2 dernières années, on voit que maintenant une structure qui se fait hacker, c'est toute la structure du sol au plafond qui est mise à l'arrêt. C'est tout l'informatique de la structure qui est mise à l'arrêt, justement. C'est ultra brutal. Et quand une structure, c'est pour ça que les rançons, elles ont augmenté, parce qu'il y a ça, quand une structure, elle est complètement à l'arrêt, elle se dit « Oh là là, j'ai tant de serveurs, tant de postes de travail à faire, combien de temps je vais être bloqué là ?» Bah, il y en a qui ont tendance à payer, même si tout le monde leur déconseille de payer, justement. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est l'exfiltration des données. Quand un Econocom, les données qui ont commencé à fuiter, ils réfléchissent, est-ce que je paye, est-ce que je paye pas? Il y avait un sous-traitant d'Apple qui s'était fait, il y a eu une histoire comme ça, il y a 1 an, un truc comme ça, ils avaient sorti des plans, des trucs comme ça. Je pense pas qu'ils aient payé, mais là, typiquement, c'est là où la structure va se dire, est-ce que ces données sont critiques, importantes ou pas? Et c'est pour ça que ce taux de rançon payé a augmenté, finalement, par rapport à avant. Par contre, une structure qui va payer cette rançon, d'après vous, elle a quel pourcentage de chance de récupérer ces données? 5. Combien? 5%. 5%? Pas lourd. 25? Non, 40%? Pas exactement, c'est 39,44%. Mais c'est pas mal pour le 40%. Donc c'est balade, vous payez une rançon et après vous récupérez pas vos données. Mince. En général, ils essayent que ce taux-là, le taux de récupération, il soit le plus important possible parce que c'est pas bon pour leur business, les hackers. Si après tout le monde dit ouais, ça sert à rien de payer parce que de toute façon on récupère pas nos données parce que c'est à 5%, à ce moment-là, il n'y a plus personne qui va payer. Là, ce taux, il est plutôt minable finalement pour un hacker, justement. Donc si on avance, les exemples de gains. Et bien là, on a l'exemple qui date du mois de mars, où c'est Avadon. Avadon, c'est une plateforme de hacking. Il y a des plateformes on appelle ça du hacking as a service. C'est des groupes de hackers. On parle de machin as a service pour du software as a service, pour de l'infrastructure as a service. C'est des services qui sont vendus par une structure, du logiciel, du software as a service, vendus par une structure à destination d'autres sociétés finalement. Et bien, le hacking as a service, c'est ça, c'est des groupes de hackers qui proposent des services de hacking à d'autres groupes de hackers. Donc Avadon, c'est une structure, c'est un groupe de hackers. Au mois de mai, ils avaient gagné $1 million de rançon. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on va dans le détail, où j'ai halluciné quand j'ai vu les statistiques. 41 victimes en mai, donc quand même, ils brassent un peu de business. 12 victimes en France depuis le début de la fin d'année, dont plein de structures qui étaient dans mes emails, dans ma slide du début, là, sur les logos de structures qui s'étaient fait hacker. Et surtout, le plus important, c'est ça. $1 million de rançon au mois de mai, et c'est $100 000 le 25 mai, mais $1 000 le 12 mai et $1 000 le 27 mai. En fait, c'est minable comme rançon, ça, $1 000. Parce qu'il faut comprendre que les hackers, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont analyser les données financières qu'ils peuvent avoir d'une structure. Et au final, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de regarder les réserves financières de la société qu'ils ont en face, ou de la structure qu'ils ont en face, de l'estimer un peu au doigt mouillé, et en général de demander une rançon correspondant à peu près aux réserves financières de la société qu'ils ont en face. Ça ne sert à rien de demander $1 million à une TPE de 3 personnes, il ne pourra pas payer, quoi qu'il en soit. Et donc ils essayent de viser à peu près l'argent que peut avoir la société en banque et qui peut payer si le hacker ou le groupe de hackers va lui mettre suffisamment la pression pour récupérer cette rançon. Et donc, $1 000, c'est que dalle. Ça doit être plein de petites TPE, des trucs comme ça, parce que $1 000, voilà quoi. Donc voilà, c'est juste pour que vous ayez une indication. Le hacking touche tout le monde, des grosses structures, les petites structures. Il y a même eu, il n'y a pas longtemps, là,
une boîte aux US qui a payé 4,4 millions de dollars de rançon. Et ça, c'est confirmé parce que je crois que c'est le CEO, donc le big boss ou le CFO, le directeur financier, l'un des deux, qui l'a confirmé en conférence de presse en disant que oui, ils avaient payé 4,4 millions de dollars en rançon et qu'en fait, ils n'étaient pas du tout préparés en termes de lutte contre les cyberattaques. Donc, c'était pas, en substance, que c'était pas étonnant qu'ils soient fait hacker. Et pourquoi ils ont payé? Parce qu'en fait, Colonial Pipeline, c'est une structure en fait qui distribue le pétrole par des pipelines sur une partie des États-Unis. Je ne sais plus si c'est la côte est ou la côte ouest. Et à partir du moment où ils s'étaient pris ce ransomware, justement, il n'y a plus aucun de leurs serveurs qui fonctionnait et toute la distribution de pétrole était mise à l'arrêt. Et les Américains, quand on leur fait un truc comme ça, ils se ruent tous vers les pompes à essence. Et donc il y avait des queues de kilomètres et de kilomètres derrière chaque station essence sur la côte est ou ouest des États-Unis, je ne sais plus. De gens qui étaient en panique totale. Et donc, finalement, ça a duré genre 3-4 jours. Au bout de 3-4 jours, ils payaient la rançon et ils le confirmaient en conférence de presse. Là, des rançons comme ça, c'est pas tous les jours non plus qu'on a des montants d'un tel niveau, justement. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder au niveau mondial, le hacking, ce que ça représente au niveau mondial, justement. Ça correspond à 1500 milliards de dollars de gains par an. Sauf que 1500 milliards de dollars, ça ne veut rien dire, parce qu'on n'a pas l'habitude de valeurs comme ça. Par contre, si on prend du recul et qu'on le compare à des choses qu'on a l'habitude, eh ben, enfin l'habitude entre guillemets, c'est 2,8 fois le trafic de drogue au niveau mondial. Et ça, quand je vous disais tout à l'heure, quand je suis rentré chez Walger il y a 6 ans, j'étais tombé sur une statistique à l'époque qui disait que c'était hallucinant que le hacking venait pour la première fois, il y a 6 ans, venait pour la première fois de dépasser le trafic de drogue au niveau mondial. 6 ans plus tard, c'est 2,8 fois le trafic de drogue. Quand on imagine ce que ça représente au niveau mondial, ces sommes-là, eh ben, on comprend pourquoi toutes les mafias du monde sont en train d'aller comme des abeilles sur le pot de miel, justement. Le terme n'est pas bon, c'est pas grave, oubliez. On va parler de la Russie maintenant. Non. Ne prenez pas, tous les hackers ne sont pas en Russie, mais ils y vont bien. En fait, il y a plein de pays qui hackent, il y a des hackers dans tous les pays du monde, mais il y en a quand même pas mal en Russie. Moi, si j'étais vous, allez regarder cette émission qui est ici, Complément d'enquête. C'est une émission de France 2 qui est super bien, justement. Là, j'en ai pris des parties. Il y a un interview d'un gars qui s'appelle Dungeon Master, c'est le petit poisson, là. Il y a le gros poisson, lui là, le boss du groupe Evil Corp, et justement il parle de qui sont ces personnes-là. Ils ont finalement le petit poisson, il fait pas grand-chose, il diffuse juste des malwares qui ont été créés par d'autres. Il n'a pas de connaissances, en fait, il a des connaissances en manipulation. Les emails à la con, vous recevez en permanence les trucs Amazon et compagnie, c'est des gars comme ça qui l'envoient. Au final, il gagne pas mal sa vie par rapport au revenu moyen russe, il gagne 5 fois mieux sa vie que le russe moyen, justement. Donc pour faire un boulot comme ça, c'est pas mal. Le patron d'Evil Corp, tapez sur YouTube Evil Corp et vous allez tomber sur des vidéos de malades mentales. Ils ont une impunité complète. On voit dans les vidéos, en fait, c'est à celui qui montre qu'il est le plus puissant. On les voit sur, à un moment, des différentes personnes du groupe d'Evil Corp avec leur bagnole je crois que c'est Vladivostok, il me semble, et on les voit avec, c'est chacun qui a une Testarossa, une Ferrari, une machin, un truc, des voitures de malades mentaux, de malades mentales. Et on les voit à un moment, il y en a un qui est en train de partir en toupie avec sa bagnole, et il sort de sa bagnole en disant « Oh putain, je viens de déchiqueter un train de pneus à 5 000 $. Et en fait, c'est juste comme ça, c'est montrer que c'est les plus forts. Et à un moment, on voit une voiture de flic qui est en train de rouler normalement dans les rues, et elle se fait doubler par une bagnole de luxe comme ça. C'est un hacker qui vient de passer comme ça, qui roule tranquillou, qui fait la course en ville. Ils ont une impunité complète. Et justement, à 3 conditions pour cette impunité. 1, ne jamais attaquer la Russie. 2, ne jamais attaquer les Russes en dehors de Russie. Et 3, ne jamais sortir de Russie. Donc ça veut dire qu'ils peuvent attaquer la Russie, mais s'ils récupèrent des données qui parlent de la Russie, de l'État russe, ils doivent les garder pour eux. Ils ne doivent surtout pas le diffuser, parce que sinon ils sont morts.
Jamais attaquer les Russes en dehors de Russie, on va y revenir de ça, et jamais de sortir de Russie, ils vont plus à Ibiza, ils vont danser sur la mer Noire. Voilà, petite contrainte. De là, on a un quiz, normalement, si je ne me suis pas loupé, on va essayer, il va falloir que vous sortiez vos téléphones, et de là, on va pouvoir peut-être... Oh, vous êtes fort, ouais. Oh, bravo, ouais. On va voir qui est le premier, là. On a que des génies. Ah ouais. Après, il faudra que vous me dites Croc, il faudra que vous me dites qui est Croc. Hein. Deuxième question. Deuxième question, et là, il faut que vous réfléchissiez. Bravo. Alors, pour le classement, oh, ça bouge. Et la troisième. La troisième, c'est pas sympa de ma part, parce que vous n'avez pas la réponse. Je n'ai pas donné la réponse, il va falloir que vous réfléchissiez. Vous avez entendu la réponse, vous ne l'avez pas. Vous allez devoir la trouver. C'est parti. Ah, ça va changer de classement là. Wow. On revient sur la slide là. La réponse, elle est ici. La réponse, elle est ici. Quand je vous disais tout à l'heure qu'ils ont une impunité, ils ont une impunité tant qu'ils n'attaquent pas la Russie, les Russes en dehors de Russie et qu'ils ne sortent pas de Russie. À ce moment-là, cette impunité, en fait, cette histoire d'alphabet cyrillique, il est ici, en fait. Allez regarder dans ce lien, il est génial. C'est un ransomware qui est expliqué du tout début jusqu'à la fin en termes de qu'est-ce que fait le ransomware. Et finalement, là, c'est le fusible, finalement. C'est le bout de code, c'est la partie qui explique que si on ne le voit pas bien, là, parce qu'en plus c'est en couleur, c'est marqué Russian Language Identifier. Quand il identifie justement qu'il y a l'alphabet cyrillique sur le poste, c'est là où en fait il arrête l'attaque.
Et c'est tout simplement quelques lignes de code comme ça qui leur permettent d'avoir ce fusible et de pouvoir continuer en toute impunité. Donc, on parle souvent du dark web, au fait. Le dark web, on dit qu'on va retrouver des malwares dessus, des trucs comme ça. Pas vraiment. Le dark web, c'est très très bien pour ceux qui veulent acheter de la drogue, ceux qui veulent acheter des armes à feu. Ils font même des bundles en fait, c'est pas mal. Si on achète tant de kilos de je sais pas quoi, ils filent des armes à feu en bonus en fait. Enfin, c'est le genre de choses qu'on trouve sur le dark web. Et on trouve des malwares à 10 $. Un malware à 10 $, c'est de la daube, ça vaut rien. C'est le type de malware qu'un gamin de 11 ans, il va mettre sur le poste de ses parents pour hacker ses parents, enfin pour embêter ses parents. Mais ça, c'est que des vieux trucs qui servent à rien. Le vrai hacking, il se trouve sur les forums. Et il y a tout un certain nombre de forums qui sont sur admission, en accès payant. Il faut montrer patte blanche justement pour y aller. Et là, on peut acheter plein de choses en allant sur ces forums. Et par exemple, on peut accéder au ministère des Finances du Ghana, si on veut, entre autres. Hein. Et ce qui peut être intéressant, c'est quand on est un voisin du Ghana, si on veut aller casser les pieds au Ghana, c'est une possibilité. L'autre possibilité, il y a une base de données sur les millionnaires du pays. Ça c'est un bon moyen de faire du chantage parce que le hacker qui va rentrer, qui obtient justement tous les gens qui ont de l'argent dans le pays, il peut faire une petite, mettre un petit mouchard sur le poste de ces différentes personnes et mettre un keylogger. Les keyloggers, c'est les enregistreurs de frappe qui permettent de savoir tout ce que la personne a tapé en termes de mot de passe, en termes d'email, de contenu, tout ce qu'elle a tapé sur son... Et donc de là, accéder à la webcam éventuellement. Et là, c'est la possibilité d'après faire du chantage à cette personne et lui demander une grosse rançon. Il a des sous, c'est un millionnaire. Donc ça peut être une possibilité. Enfin voilà, ça coûte un certain montant. Mais pour être plus dans le concret de notre quotidien, ici, là, on va retrouver, par exemple, on peut accéder contre 80 000 $ au système d'information d'une boîte française de conception d'entrepôt frigorifique qui s'est fait hacker. Et là, pour 80 000 $, information fraîche, on va pouvoir accéder à toutes les données du poste les logins mot de passe pour pouvoir rentrer à nouveau sur le réseau si on le souhaite et mettre un ransomware. Et en plus, les données ont déjà été exfiltrées. Et donc de là, le truc qu'on parlait au début, pouvoir revendre les données à une PME, à une boîte, à son concurrent en Asie, par exemple. Ça peut intéresser fortement le concurrent de récupérer les savoir-faire comme ça. C'est ça le hacking finalement. Et voilà, ça coûte un certain montant. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, s'il y a un article à lire, c'est celui-là. Il explique les liens entre les groupes de hackers. Il y a une spécialisation qui s'est faite. Et où finalement, ils bossent tous les uns avec les autres. Et dans cet article, ils expliquent justement cette spécialisation qui font qu'on est rentré dans une ère d'industrialisation du hacking. Et par exemple, si une structure qui veut être intéressée, ils ont l'habitude d'acheter des services, comme par exemple, là on ne voit pas bien, mais on va voir ici, il y a des kits de phishing, il y a du hosting et infrastructure as a service pour faire tourner leur infrastructure de hacking. On peut récupérer un nouveau ransomware, on peut récupérer un truc pour s'anonymiser, récupérer un truc pour désactiver l'antivirus sur le poste des clients, etc., etc. On peut récupérer après, là il y a les emails en fait que vous recevez, c'est des listes de diffusion de spam. Et quand celui qui a fini l'attaque, il peut aller récupérer même des services de blanchiment d'argent et même des services de mule pour passer l'argent d'un pays à l'autre. On peut tout obtenir en termes dans cette notion de hacking as a service. L'article explique tout ça, allez le voir, c'est hallucinant cet article. Et donc, derrière ça, on va passer sur la deuxième partie pour voir, on a vu donc cette explosion du hacking, on fait comment pour se protéger. Et justement, de là, vous allez pouvoir mettre en place des solutions de cyberdéfense finalement, et on va partir en fait en termes d'explication sur un certain nombre finalement 3 problématiques qu'on voit dans les entreprises au quotidien et comment on y répond. La première problématique, c'est les endpoints. Les endpoints, c'est l'antivirus à la con qu'on va pouvoir avoir sur un poste de travail. C'est l'antivirus traditionnel. Sur les endpoints, c'est les postes de travail, les PC, les Mac, c'est les serveurs qu'on va pouvoir avoir dans une entreprise, au niveau personnel, au niveau dans une administration,
tout ce qui tourne sur ces postes ou ces serveurs. Et finalement, on voit, il y a une pierre tombale, vous ne la voyez pas là, c'est marqué antivirus software, je ne suis pas encore mort. Ça fait des années qu'on nous dit que l'antivirus est mort. Et pourtant, c'est ce qu'on retrouve principalement sur plein de postes de travail. Et ouais, c'est une grosse daube, c'est pourri en termes de protection. Et je vais justement vous l'expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il y a technologiquement derrière ce type de solution et pourquoi il faut s'en débarrasser. Et de l'autre côté, on ne voit pas dans l'image, mais le télétravailleur, là, il a passé une année un peu spéciale avec le Covid, il a beaucoup passé de temps en télétravail. Et le fait qu'il était en télétravail fait qu'il était plus... des fois, il se connectait par VPN. Le VPN, c'est un tunnel sécurisé qui permet de remonter vers l'entreprise et de façon sécurisée. Mais il n'y a qu'une partie de l'informatique qu'on va utiliser avec un VPN. La plupart du temps, l'utilisateur, il est en télétravail, il est derrière son PC et il est plus derrière le périmètre de protection de l'entreprise, il est plus derrière le firewall, il est à distance. Donc il n'a plus que son pauvre antivirus à la con qui va le protéger contre les menaces. Et donc, de là, on va parler de tout ça. Si on rentre justement dans le fonctionnement d'un antivirus, un antivirus traditionnel, finalement, il est à base de signature virale. Là, on voit, pour vous expliquer comment ça marche, on voit ici une chaîne de production. Il y a, imaginez que c'est le contrôle qualité. Il y a une petite pince, dès qu'elle détecte un truc qui n'est pas conforme, en données non conformes dans l'entreprise, elle va prendre cette donnée et empêcher l'accès à cette donnée. C'est comme ça que fonctionne un antivirus finalement. Et donc l'antivirus, il va détecter des trucs qui sont dangereux en se basant sur de la techno de signature. Donc les éditeurs d'antivirus, ils ont des bases de signature avec plein, beaucoup de malware. Et dès qu'on en détecte un, on va bloquer justement ce malware. Il y a aussi, après, ils ont amélioré le truc avec une notion d'analyse heuristique. L'analyse heuristique, on parle de comportemental. C'est voir comment se comporte le bout de code et voir si c'est légitime ou pas. C'est un peu mieux, c'est pas terrible. C'est une techno qui a une importance, mais qui ne va pas permettre de changer la face du monde en termes de protection. Et le problème qu'on a, c'est que les antivirus, ils ont deux grands problèmes. C'est que, il n'y a pas de corrélation, c'est-à-dire l'antivirus, il fonctionne sur un poste de travail et il ne regarde pas ce qui se passe sur les autres postes du réseau. Donc c'est comme si on avait des œillères et qu'on voit, par exemple, il y a une attaque dans l'amphi, mais on ne voit pas on ne l'a pas vu venir, parce que si on avait de la corrélation, si on voyait tous les postes d'une vue globale, on verrait les assaillants qui sont entrés dans le... Enfin, désolé pour l'exemple, il est moche, mais ils seraient rentrés dans le hall, après ils seraient arrivés ici, ils seraient arrivés ici, mais là, on aurait pu s'enfuir par la porte de derrière. Mais là, quand on a une techno qui voit que avec des œillères le poste de travail point bas, en termes de protection, on ne peut pas aller loin. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas de contexte, il n'y a pas justement la causalité qui permette de voir comment l'attaque s'est construite, comment le hacker est rentré dans la structure. Et donc ça fait que ces éléments-là font que l'antivirus est en train de baisser en termes de protection dans les entreprises, année après année finalement. Là, on se retrouve, il y a un élément complémentaire, on ne le voit pas bien ici, mais là, c'est le nombre d'antivirus qui étaient créés quotidiennement dans le monde entier. Au début, en 98, on était à 100 virus différents par jour. On est passé là, en 2016, on est passé à 350 000 nouveaux malwares qui sont créés tous les jours. 350 000 nouvelles souches de malware qui sont à insérer dans ces bases de signature d'éditeurs antivirus. Ils n'arrivent plus, en fait, c'est juste plus possible. Et donc là, actuellement, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que les attaques se font, on parle de fileless malware. Les fileless malware, c'est des malwares qui vont utiliser des outils systèmes existants sur les postes de travail, sur les serveurs, et qui vont justement utiliser ces outils qui sont déjà là pour faire fonctionner le bout de code finalement. Et donc là, il n'y a rien, tout fonctionne en mémoire, il n'y a rien qui va être écrit sur le disque dur du PC. Et le problème, c'est qu'un antivirus ne fonctionne qu'à partir du moment où il y a quelque chose d'écrit sur le disque dur du PC ou du serveur. Si ce n'est pas le cas, il ne va rien détecter finalement. Ces éléments font que, au jour d'aujourd'hui, on est à... c'est pas très clair, mais là, c'est l'efficacité d'un antivirus, ça protège à peu près 26% des attaques. Donc en termes de protection, moi j'appelle ça une passoire. Une jolie passoire, hein, avec des gros trous.
Donc au final, c'est pas exceptionnel comme techno. Pour information, sur nos firewalls, on a pourtant une techno d'antivirus, de passerelle. Et pourquoi on met ça? C'est simplement, les firewalls, c'est finalement des filets de sécurité. Et on va mettre des trucs grossiers au début, et c'est très bien qu'il y ait ça, parce que ça permet d'enlever 26% des menaces. Donc c'est très bien. On a viré déjà une partie des menaces, et après on rajoute un certain nombre de composants qui font qu'on va être de plus en plus fin, et qu'on va essayer au final d'arriver à bloquer 99,999% des menaces, justement, par ce biais-là, en rajoutant les couches les unes au-dessus des autres. Mais là, ça reste que c'est une passoire. À ça, il y a le marché qui a inventé une nouvelle techno, c'est les antivirus de nouvelle génération, les Next Generation Antivirus. Et finalement, c'est quoi ça? Ils ont rajouté dans la techno d'antivirus deux notions. C'est de l'intelligence artificielle, du machine learning, et de la sandbox, de l'exécution live. L'intelligence artificielle, c'est bien, mais il y a un grand problème, c'est que sur ces antivirus de nouvelle génération, il n'y a pas de corrélation qui est ici, là. Et ça veut dire qu'il est toujours en voyant l'attaque ici, mais sans voir le truc global. Ça fait que ça ne peut pas aller beaucoup plus loin. La notion de sandbox, pour la petite histoire, en fait, c'est des environnements virtuels qu'on a dans le cloud, des machines virtuelles, c'est des bacs à sable, sur lesquels, dès qu'on a un doute, on va remonter ce bout de code et on va le faire tourner dans ce bac à sable pour voir comment il se comporte. Et si on voit que le bout de code, il va chercher par exemple, une clé de chiffre, il se connecte à un serveur de command and control, les serveurs de pirates, il va chercher une clé de chiffrement, il commence à chiffrer les postes, là on se doute qu'il y a des chances pour que ça soit un ransomware, justement, et on va le bloquer à ce moment-là. Donc c'est une techno utile, mais le problème c'est que vu qu'il y a toujours cette notion de corrélation qui manque, il ne travaille que sur le poste, point barre, ça ne va pas assez loin en termes de protection. Et au final, ça s'appelle une passoire avec des plus petits trous, qui est un peu plus efficace, mais qui protège entre 40 et 50% des menaces. D'après vous, ces deux technos, l'antivirus traditionnel et le Next Generation Antivirus, on le retrouve à hauteur de quel pourcent dans les entreprises et dans les administrations? D'après vous? 90. Ouais. J'ai pas les chiffres exacts, mais vu de nez, ça doit être ça. 80-90% des structures sont équipées par des pauvres technos comme ça. Et après, ils s'étonnent qu'ils se fassent hacker. Non. Faut mettre les... faut tirer les conclusions. Et donc, à ça, il y a une techno qui est sortie il y a quelques années qui s'appelle l'EDR. L'EDR, ça s'appelle Endpoint Detection and Response. C'est une techno qui est génialissime en termes de protection, que nous on fait chez Wallgear, mais on n'est pas les seuls à le faire. Hein. Il y a tout un certain nombre d'éditeurs de ce type de solutions qui vont le proposer sur le marché. Et en termes de protection, on arrive à des taux de protection, on retrouve les taux de protection d'il y a 20 ans finalement. Et comment ça marche? Il y a plusieurs choses. Là, c'est deux images de notre techno avec la console et avec un petit truc dont je vais vous expliquer après. Et finalement, ça, on va pouvoir aller bien plus loin en termes de protection par... on a de l'intelligence artificielle, par contre, il y a de la corrélation. Et là, on va voir toute l'entreprise, toute l'administration au niveau global et on va comprendre l'attaque du début jusqu'à la fin. Je vais vous faire une petite démo justement pour vous faire comprendre cette notion d'avancée en termes de chronologie pour que vous compreniez mieux comment ça marche. On va avoir de la visibilité, tout ça, et on va donc bloquer les menaces, et on va même faire en sorte, pour la petite histoire, on va loin, on peut même aller protéger des vieux postes qui sont plus supportés depuis des siècles, genre du Windows XP, des Windows 2000, des trucs comme ça. Il n'y a plus de patch, c'est des trucs ultra dangereux ces postes-là, parce qu'ils sont bourrés de vulnérabilités. Vous allez sur CV détails, vous trouvez toute la liste des vulnérabilités qui sont connues et reconnues sur ces postes-là, mais c'est des passoires ces trucs-là. Et le truc, c'est qu'il y a encore dans les entreprises des XP et des Windows 2000 qui traînent un petit peu de partout. Pourquoi? Parce que c'est des fois dans les industries, c'est toute la partie machine-outil, elle va fonctionner sur un vieux poste comme ça en XP. On l'a virtualisé, on l'a mis dans un Hyper-V ou dans un VMware, dans une machine virtuelle. Donc comme ça, on s'affranchit des problèmes matériels. Parce que ça, ces vieux postes, c'était un truc qui faisait flipper tout le monde. Parce que si le poste, il redémarrait plus un jour qu'il y avait un problème, on n'était pas sûr qu'il pouvait redémarrer. Ça faisait 15 ans qu'il était là, ce poste. Et donc les gens, ils ont trouvé une solution en le mettant dans un environnement virtualisé. Donc c'est super, on s'affranchit dorénavant des contraintes matérielles. Ça va plus casser finalement, mais par contre c'est tout aussi dangereux en termes de sécurité. Et on va même aller jusqu'à protéger les postes dans ce type de contexte, donc ça va quand même loin en termes de protection. Et donc, à ça,
Je vous fais la démo un peu après. Donc, je vais vous faire un peu après. Je vais vous expliquer les principes de base de notre ODR. D'ailleurs, Frédéric, vous n'avez pas encore les licences, mais si vous les voulez demain, vous les avez demain. Ouais, j'aimerais bien, parce qu'il faut que je fasse des TP sur le ODR et tout ça, c'est ouais, en plus, la techno est géniale, donc c'est vraiment marrant d'aller jouer dedans. Et donc, dedans, il y a deux composantes qui sont super importantes. Il y a une notion d'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure. Et à ça, il y a une notion de threat hunting. Le threat hunting, c'est finalement, on fait passer le bout de code par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle va permettre de comprendre 99,98% des menaces. Donc par rapport aux 26% de protection d'un antivirus traditionnel ou aux 40 à 50% de protection d'un antivirus nouvelle génération, on a quand même pas mal amélioré le truc, on est à 99,98%. À ça, il y a 0,02% des menaces qu'on ne comprend pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on les bloque préventivement et on va les faire passer entre des mains d'humains, des threat hunters, qui sont dans nos labs à Bilbao en Espagne et qui vont analyser le bout de code pour voir comment il se comporte, ce qu'il est en train de faire. Si c'est légitime, on le libère. Si c'est malfaisant, on le bloque. Et c'est ça qui permet d'arriver à des taux de protection qui sont géniaux. Sachant que, en plus de ça, les threat hunters, en fait, ils vont même permettre d'aller encore plus loin en termes de protection parce qu'ils vont pouvoir des attaques, les attaques sans fichier, les trucs dont je vous parlais tout à l'heure, c'est hyper compliqué à détecter, ils vont pouvoir les voir, ils vont pouvoir voir par exemple les mouvements latéraux. Quand un hacker est rentré dans une structure par un login mot de passe compromis, un des premiers trucs qu'il va faire, il va faire un scan au niveau du réseau pour s'orienter, pour voir où il est, et à un moment il va essayer de faire une élévation de privilège. L'élévation de privilège, c'est il a un login mot de passe d'un poste avec pas grand chose, comme un poste d'utilisateur lambda qui ne peut pas faire grand chose. Il va essayer, en mettant en place certains outils sur le système, par exemple des mimikatz, des trucs comme ça, pour récupérer les logins mot de passe qui sont en cache sur un serveur important du réseau. Et ils vont justement, en récupérant le login mot de passe, ils vont pouvoir accéder à l'Active Directory et après faire tout ce qu'ils veulent en termes d'attaque, désactiver l'antivirus, faire tout ce qu'ils veulent. Et ça, ce genre de choses, les threat hunters, ils vont le voir en fait. Donc ça permet d'aller vraiment à un niveau qui n'a rien à voir avec un antivirus traditionnel. Et de ça, ça c'est la première partie. La première partie, c'est bloquer un malware. Mais ce qui est important, c'est aussi de comprendre d'où vient l'attaque. Pourquoi ? Parce que ça permet de... je vais vous faire la démo, vous allez comprendre. Ça permet de quand le hacker, on l'a bloqué au moment qu'il allait mettre le feu finalement, on va se poser la question, mais il est rentré par où finalement? Et c'est ça que notre ODR va permettre justement. Je vous montre en 2 secondes. Ça va être ici. Là c'est la console, on ne voit pas trop. Ça va être ici. Le boulot de synthèse, il est là, où on voit qu'on a bloqué un malware. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir par où est passé l'attaquant. Là, c'est une matrice Mitre qui est un peu la référence en termes de tactique et de technique utilisée par les hackers. Et on voit qu'à l'origine, c'est 2 comptes qui ont été compromis, 2 logins mot de passe qui ont été compromis de façon plus ou moins de façon légitime. C'est pas légitime, mais c'est un login mot de passe qui a été volé, et finalement le hacker il est rentré par un VPN en rentrant légitimement le login et le mot de passe en se faisant passer pour la personne finalement. Et donc de là, on voit toute l'attaque, tout ce qu'il a fait, et à un moment, on va voir par exemple ici, si on regarde, on voit sur tel poste, il a fait un truc critique, on va aller rentrer dedans, et on va aller regarder un peu dans le détail ce qui se passe. C'est pour ça que le fait qu'ils jouent avec ces licences, ça peut être super marrant parce que dedans, on se retrouve justement plein d'explications sur les attaques et ce qu'il faut faire justement pour aller résoudre l'attaque justement. On voit que c'est critique, on voit que c'est du PowerShell, donc c'est une attaque sans fichier là pour le coup parce qu'on va avoir du PowerShell sur le poste. L'ordinateur il a été compromis, l'attaque elle a été bloquée, et là on voit la description de l'attaque, ça par contre c'est en anglais. On voit plein d'infos sur les lignes de commande qui ont été rentrées et la remédiation, on voit tout un certain nombre de choses à faire.
Et après, on va pouvoir voir le détail de l'attaque. Là, l'attaque, elle est toute simple, donc c'est vite vu, mais si l'attaque était compliquée, on pourrait déplacer le truc, on pourrait zoomer en arrière, tout ça, pour voir, pour vraiment comprendre l'attaque. Donc ça permet d'aller vraiment, limite, faire du threat hunting vous-même, en fait, et d'aller comprendre plein de choses en termes de hacking et de protection, justement. Ça, c'est la partie EDR. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne vais pas le faire. Pas de questions ? Ok. Et bien, je vais passer sur une deuxième problématique, c'est la compromission de login mot de passe. Ça, c'est une grosse plaie. Tout à l'heure, Frédéric parlait de 2FA. On parle aussi de multifacteur. Et je vais vous expliquer ce que c'est justement comme 2FA, je pense que ça ne va pas parler à beaucoup. Mais je vais leur expliquer le MFA, ce que c'est en fait. Je vais vous passer les clés, je vais me relever. Je vais me parler de stress. Je referai une mémo après. Le login mot de passe compromis, c'est un grand problème en termes de hacking. Le gros, il y a une partie du hacking va venir par un firewall tout pourri, où l'attaquant va rentrer par le firewall. Ça peut être ça. Ça peut être un email de phishing, les faux mails free, Amazon et compagnie, sur lesquels quelqu'un va cliquer et éventuellement filer des informations à login mot de passe. Ou alors il y a un malware qui va être installé par l'attaquant ça va ramener un malware. Il y a tout un certain nombre d'attaques. Il y a de l'attaque qui vient par le poste de travail, et une attaque importante, c'est l'attaque qui vient par le login mot de passe compromis. Et là, le login mot de passe compromis, il y a plein de biais pour récupérer un login mot de passe. Il y a un truc tout bête, c'est de prendre, si on a un accès physique au poste, c'est de prendre une petite... il y a des tutos sur YouTube qui expliquent, vous rentrez compromission d'un poste de travail, d'un login mot de passe de poste de travail, et vous trouvez tous les outils qui vont bien pour pouvoir justement hacker le mot de passe d'un PC. En gros, c'est un petit outil qu'on met sur une clé USB, on redémarre l'ordinateur en faisant un boot sur la clé USB, et là finalement il va utiliser différentes techniques pour aller récupérer le login mot de passe. Ça peut être qu'il va aller chercher dans les couches basses de l'hyperviseur, ça peut être une attaque par force brute, il y a plein de possibilités différentes. Ça c'est un biais, mais ça peut être aussi cet exemple-là. Cet exemple-là, c'est en train de devenir un cas d'école, finalement. C'est la mairie d'Angers qui s'est fait hacker en... C'était quand ça? On ne voit pas bien. C'était, je crois que c'était en janvier, il me semble. Moi, c'est ça, en janvier, mi-janvier. Là, on voit le maire, rigolard, lisez l'article. Il est rigolard en disant « Ouais, je me suis fait hacker mon compte Twitter ». Donc, si par un moment, vous voyez des commentaires qui sont censés venir de moi sur Twitter, désolé, je me suis fait hacker mon compte Twitter. Bizarrement, quelques jours plus tard, il ne fait plus la même tête. Et là, on apprend que la mairie d'Angers s'est fait hacker par une compromission de login mot de passe. Ce que je vais vous dire là, j'ai aucune preuve. J'ai aucune preuve, mais mon petit doigt, il me dit que ça ne m'étonnerait pas que le maire, il avait utilisé le même login mot de passe entre son compte Twitter et sa session Windows. À mon avis, c'est ça, j'ai aucune preuve dans ce que j'annonce. Mais ça, c'est vrai, c'est pareil, j'en sais rien, mais c'est le truc classique en termes de hacking. Il y a 52% des utilisateurs qui réutilisent le même mot de passe entre la sphère pro et perso. Et quand ils se font hacker un compte, c'est un risque pour l'entreprise, justement. Des fois, ils le changent un petit peu, mais voilà, il y a des hackers, leur jeu, c'est d'aller trouver tout un certain nombre de variantes pour essayer de tomber sur le bon mot de passe qui a été utilisé. Et là, dans cette vidéo, regardez-la, elle est juste hallucinante. Il est d'une franchise dingue. Et il explique le hacking à la mairie d'Angers. Et en fait, il explique ce que je vous racontais tout à l'heure, que c'est l'ensemble des postes qui sont mis à l'arrêt. C'est ça qu'ils vivent à ce moment-là. Et il fait le tour des locaux. Et c'est une franchise hallucinante parce qu'on n'est pas habitué à avoir des témoignages comme ça. Les gens, généralement, ils se font hacker, ils ferment leur tronche. Là, il dit tout. C'est vraiment la transparence des structures publiques, justement. Et à un moment, il passe devant le fax. Et là, il dit on n'a plus d'informatique. Donc ce truc-là, le fax, là, on n'aurait jamais imaginé ça, mais c'est notre dernier lien avec l'extérieur, puisqu'on n'a plus d'informatique. Et il dit, à une époque, on s'était posé la question en disant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met à la benne ou pas?
Et ils avaient regardé en disant, ouais, il y a quand même encore, je crois qu'ils disent dans la vidéo que c'est le greffe de tribunal qui envoie les comptes rendus, je crois, un truc comme ça. Et donc ils se sont dit, ouais, on est débordé de projets, on n'a pas le temps, on a encore des consommables, ils marchent, ce qu'on fait c'est qu'on le laisse là, et le jour où on n'a plus de consommables ou autre, eh ben, on le met à la benne. Mais on aura le temps d'ici là de trouver, on a d'autres priorités entre temps. Et il dit, heureusement qu'on n'a pas fait ça, sinon là on n'aurait plus d'accès à rien. Il continue son petit tour, et il arrive dans le bureau de Jocelyne, on va l'appeler Josiane, on s'en fiche, c'est pas son nom. Mais, et là ils arrivent et elle montre un petit document, c'est le bottin des... le bottin des codes postaux. Le bottin des codes postaux, c'est un truc, moi j'ai pas connu ce truc-là. C'est à l'époque quand on n'avait pas internet, ils avaient les villes, les villages, avec le code postal associé à ça. Et elle avait gardé ce truc-là dans son placard. Et tout le monde se foutait de sa tronche en rentrant dans les bureaux en disant, ouais, Jocelyne, avec ton bottin des codes postaux, à quoi ça te sert un truc comme ça? Et Jocelyne, elle disait, on sait jamais, un jour, peut-être, ça sera utile. Et là, en fait, elle disait, bah, heureusement que j'ai gardé, parce que là, ça nous est bien utile pour aller vérifier les courriers qu'on envoie à l'extérieur, puisqu'on n'a plus d'informatique. C'est bien utile pour justement aller vérifier les codes postaux correspondants. Et donc, ça vous montre un peu le recul technologique qu'on peut avoir dans une structure quand on tombe sur un truc comme ça. Ça met des mois et des mois avant de repartir. La mairie de Charleville-Mézières, ils avaient dit que, c'était fait à quelle année dernière, je crois, ils avaient mis 6 à 8 mois pour repartir en conditions normales de fonctionnement. Une attaque comme ça, après, quand il faut réparer les choses, ça coûte un argent, un fric de dingue. On voit souvent des mairies qui se font inquiets comme ça, de cette taille-là. Ils nous disent qu'en général, c'est genre en investissement correspondant pour repartir, c'est genre 350 000 à 550 000 euros de réinvestissement pour repartir, en fait. Parce que quand ils sont inquiets, c'est-à-dire qu'il y a une enquête administrative. Enfin, une enquête pour, pas administrative, une enquête juridique, pour comprendre comment est arrivé le hacking, voire cartographier les postes pour savoir ce qui est impacté, ce qui n'est pas impacté. Et finalement, ils sont obligés de racheter une infra bis, une nouvelle infra, une infra en virtualisation, en serveur, en stockage, de la sauvegarde, tout un certain nombre de choses. Et ils se créent ce clone d'infrastructure, donc ça peut dissoudre, créer un informatique de 0 à 1. Et là, progressivement, ils vont commencer à voir les postes qui sont impactés ou pas, et à remonter progressivement les sauvegardes dans ces postes-là, pour être sûr de ne pas remonter des postes vérolés sur le nouveau réseau, et repartir. Et ça coûte un fritin de faire ce genre de choses. Et donc, là, pour un pauvre login mot de passe compromis, les conséquences, elles sont juste hallucinantes. Et comment on fait pour se protéger par rapport à ce genre de choses? En fait, c'est tout bête. Pour la petite histoire, le coût moyen d'un login mot de passe compromis pour une structure, ça vaut 5 400 $. Donc son login mot de passe, ça devait être à peu près dans ces eaux-là qu'il a été vendu sur les forums. Donc c'est une question de retour sur investissement, parce que le hacker, il a des frais de hacking, et après, il va faire un retour sur investissement en fonction de ce qu'il récupère. Et donc, comment on va se protéger? En fait, c'est tout simple. Là, désolé, je vais rasseoir. Là, on va avoir, si par exemple juste un truc, le MFA, vous le connaissez déjà pour l'accès à votre banque. Votre banque, depuis peut-être 2-3 ans, quand vous voulez faire un virement d'un compte à un autre, elle vous demande d'aller sur votre smartphone et d'aller sur l'applicatif de la banque et d'aller confirmer que vous êtes bien la personne qui souhaite faire cette opération. Ça, c'est du MFA finalement, c'est du Multi-Factor Authentication, c'est plusieurs biais d'authentification pour confirmer qu'on est bien la bonne personne. Et bien ça, vous pouvez avoir de l'authentification multifacteur par le Google Authentificator, par Facebook, par plein de biais différents. Et bien cette techno-là, on va la retrouver dans le monde professionnel avec du MFA, de l'authentification multifacteur. Et on peut le faire pour protéger tous les accès par login mot de passe de l'entreprise. Avec, ici on voit c'est un login de Mac, on rentre le login, le mot de passe, on clique ici, et là on a un pop-up qui se rajoute, où il nous demande par quelle méthode on veut s'authentifier pour confirmer qu'on est bien la bonne personne. Si j'appuie sur le push, j'envoie un push, et bien ça m'envoie un push sur mon téléphone, dans l'applicatif correspondant. Ça me dit, est-ce que vous confirmez que vous êtes la personne, comme mode banque finalement, c'est le même principe.
Et ça permet d'accéder à cette ressource. Donc c'est tout simple. Et finalement, pour information, on va même pouvoir aller plus loin et mettre un contexte d'activation de ce type de techno, dans le sens où quand on est dans l'entreprise, on va faire en sorte que l'entreprise est vue comme un endroit sûr, et donc safe location qu'on appelle, dès qu'on est dans l'entreprise ou dans l'administration, et ben en fait il va faire un bypass du MFA, on va s'affranchir du MFA, on va plus que rentrer par un login mot de passe classique, sans confirmer l'identité parce qu'on est dans l'endroit sûr. Par contre, quand on est en télétravail ou en déplacement, là on va avoir un push qui est envoyé sur le téléphone portable pour confirmer qu'on est la bonne personne. Et on peut aller plus loin en disant que par exemple quand on est dans une connexion qui est non sécurisée, genre un McDo ou un aéroport, c'est des catastrophes en termes de sécu, ces accès-là, on ne peut même pas se connecter finalement. Mais ça fait en fait une flexibilité en fonction du contexte, et dans 80% des cas, quand on est dans l'entreprise, on n'a même pas de MFA parce qu'on a le bypass du MFA. Et donc ça permet de sécuriser tous les accès par login mot de passe. C'est en mode SaaS, donc c'est en WatchGuard Cloud, donc ça se configure à distance. Et là, on va pouvoir protéger les accès par de login mot de passe de PC, les accès VPN. Le vrai besoin, il est là, l'accès VPN, parce qu'un hacker qui compromet un login mot de passe, il rentre par le VPN, et c'est ça le premier truc qu'il va falloir protéger. Et après, on a d'autres biais, comme les accès à distance, Citrix, TSE et autres, et surtout tous les applicatifs web qu'on utilise au quotidien, les Salesforce, les Office 365, tous les outils qu'on utilise au quotidien finalement. On va pouvoir les mettre dans un petit portail qui est ici, et sur lequel on n'a plus à rentrer le login mot de passe. Je vous montre juste en 2 secondes celui qu'on utilise chez WatchGuard. Il est là. Par contre, il va falloir que je sorte du mode avion. Je vais rentrer mon mot de passe. Et là, je clique sur push, j'envoie un push sur mon téléphone. Et là, il me demande est-ce que c'est vous qui cherchez à vous identifier? J'approuve. Et il me donne accès à tous les applicatifs qu'on utilise au quotidien. J'ai du Box, j'ai du GoToMeeting, j'ai du Salesforce, j'ai plein tous mes outils que j'utilise au quotidien. Et si je clique sur n'importe lequel, tiens, mon Salesforce, par exemple, je n'ai plus à rentrer le login mot de passe correspondant. Il m'ouvre mon Salesforce de façon classique. Je vais le fermer. Donc ça permet de vraiment sécuriser tous ces accès-là. Est-ce que vous avez des questions sur cette techno? Pas de questions? Je me suis remis en mode avion, comme ça je ne serai pas embêté. Donc de là, on va arriver sur la troisième problématique. On a vu donc, le poste de travail qui était protégé par une grosse daube. On a vu le login mot de passe qui n'était pas protégé, et comment le protéger justement. Et le troisième élément, c'est la partie firewall. Et c'est aller mieux sécuriser la partie firewall. Ce qu'on voit dans plein de cas de figure, c'est ça. On ne le voit pas là, c'est une muraille. C'est une muraille, c'est des ruines d'un château finalement, avec les murailles autour du château. Et en fait, c'est ce que vivent 80% des entreprises. Elles nous disent c'est bon, j'ai un firewall. Ouais. Quand on rentre dans le détail, on se rend compte qu'elles sont protégées n'importe comment. En fait, c'est comme si elles avaient la porte d'entrée, c'était une porte en plastique qu'on peut défoncer avec un coup d'épaule. Finalement, c'est ça qu'on voit. Donc de là encore, ce que je vous disais tout à l'heure, le hacking, c'est pas étonnant que les boîtes se fassent hacker à tout va quand elles sont protégées aussi mal, c'est pas étonnant. Donc ce qu'on voit nous au quotidien, c'est l'entreprise qui est mal sécurisée. J'ai mis un Zixel parce qu'on trouve toujours de la tronche de Zixel parce que c'est de la daube, mais bon, ça peut être n'importe quoi comme techno, un vieux firewall, un vieux WatchGuard d'il y a 8 ans, ça fera le même cas de figure, exactement. Pourquoi? Parce que les technos ont énormément évolué entre temps, et souvent des boîtiers qui ont 8 ans, c'est trop vieux. Il ne faut pas faire comme une voiture et garder sa voiture le plus longtemps possible pour économiser, ça ne sert à rien. Déjà les coûts de maintenance, c'est des coûts de maintenance, et finalement le fait de se le remplacer tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour une entreprise, ça va être beaucoup plus... À chaque fois, ils vont tomber sur des nouvelles technos, sur beaucoup plus de services de sécurité qui vont les protéger, et il n'y a pas d'intérêt de conserver des vieux firewalls aussi longtemps. Et donc, dedans, on va avoir 3 cas de figure qu'on voit le plus en général.
Là, j'ai essayé au début de chercher pour faire comprendre le truc. J'étais en train de réfléchir, en train d'essayer de mettre des videurs de boîtes de nuit. Et je voulais, mais j'ai pas trouvé de videurs de boîte de nuit comme je cherchais, donc j'ai mis des gardes. Là, le garde, on le voit pas bien, mais c'est le garde sympa. Le garde sympa, sur lequel c'est marqué ici 0 déchiffrement HTTPS. Il faut comprendre que le web, on a 90% des flux web qui sont en HTTPS, qui sont sécurisés. Ça, vous allez le voir à un moment dans vos cours, c'est quand qu'ils voient l'inspection SSL. Les programmes sont en cours de réalisation, donc je ne sais pas exactement. Pas tout de suite, vous allez voir ça beaucoup plus tard. Ça, finalement, il y a 90% du web qui est chiffré. Quand vous allez sur Google, vous regardez au début, c'est en HTTPS. Quand vous allez sur n'importe quel site, c'est en HTTPS. Il n'y a plus que les sites tout pourris qui sont pas en HTTPS. Et ça veut dire qu'un flux comme ça qui rentre dans l'entreprise, il est chiffré. Et si le firewall ne va pas faire d'inspection HTTPS, si on ne met pas en place cette techno, on ne va pas analyser le flux correspondant. Donc ça veut dire que c'est un flux qui rentre en mode open bar dans l'entreprise. 90% des flux web sont en HTTPS et je dirais que 80% des entreprises ne font pas de déchiffrement de flux HTTPS. Et c'est une imbécilité parce que ça veut dire que ces entreprises, sur ces flux HTTPS, il n'y a pas d'analyse antivirus, il n'y a pas d'anti-ransomware, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas toutes les technos qu'on va faire pour se protéger contre des menaces. Et ça, il y a 80% des boîtes sont comme ça. Donc c'est de là le videur ou le garde qui est sympa et qui laisse passer une partie des flux sans même leur faire les poches, sans même les analyser, sans même les contrôler finalement. C'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est le videur d'une boîte, une boîte de nuit, qui est aveugle. Il a zéro visibilité. Il ne voit pas les flux qui passent. 80% des boîtes ont une techno de firewall, un truc qui, dans le rack, dans l'armoire, qui clignote, avec les diodes qui clignotent, et ils ne savent pas à quoi sert leur firewall. C'est con, mais quand on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas contre quoi il a protégé, on ne sait pas s'il est bien paramétré, on est aveugle finalement. La plupart des boîtes sont comme ça. Et le troisième élément, c'est le neuneu, tout timide, qui est sous la table là, et qui n'a pas de module avancé de protection, qui n'a pas grand-chose en termes de sécurité. Ça, c'est les grands classiques en termes de sécurité, et au final, ça veut dire que ça fait un vrai gruyère. C'est des entreprises en gruyère qui se font hacker en 3 secondes et demie. Et donc, comment on fait pour se protéger ? Déjà, on met en place la partie déchiffrement de flux HTTPS dont je vous parlais, et les flux Windows, ils sont ici, là. On est à 90% des flux qui sont en HTTPS, justement. Et donc, le déchiffrement de flux HTTPS, ça demande de la performance sur les boîtiers. Et c'est pour ça qu'on remplace les boîtiers régulièrement, c'est que, régulièrement, tous les 3, 4, 5 ans, c'est que pour faire ce genre de choses, il faut beaucoup de performance pour aller analyser, déchiffrer les flux HTTPS et vérifier s'ils sont conformes ou pas. C'est le premier élément. Le deuxième élément, je vous parlais de la visibilité. Donc, la structure qui ne sait pas ce qui se passe dans son firewall. Je vais vous faire une petite démo d'un outil qui s'appelle Dimension, que quand vous testerez, quand vous serez sur des boîtiers WatchGuard en termes dans vos TP ou autres, vous verrez Dimension à un moment ou à un autre. Et en fait, cet outil, il est génial. C'est l'outil de visibilité et de reporting qui est inclus de base dans tous les boîtiers WatchGuard et qu'il faut juste activer sur une machine virtuelle et qui permet de savoir tout ce qui se passe dans la structure. Là, ça ne va pas être clair, mais on va essayer quand même de vous faire une démo. Et ça permet de savoir tout ce qui se passe dans la structure. Je vous fais une petite démo rapide. On va arriver, le premier usage que va permettre d'avoir Dimension, c'est de comprendre pourquoi ça peut ralentir sur le réseau. Ça, c'est une grosse problématique dans les sociétés parce qu'il y a la fibre qui est en train d'arriver progressivement, mais il y a plein d'entreprises qui ne sont pas fibrées encore. Et il y a plein de structures qui sont un peu, qui n'ont encore qu'une ADSL ou une SDSL et qui ont des lenteurs sur le réseau. Et une lenteur sur le réseau, c'est une catastrophe. C'est des outils métiers qui sont lents, par exemple pour faire un devis, pour aller chercher une information, pour aller récupérer un truc technique, ça met très longtemps. C'est lent, il y a de la latence. Et finalement, 50% des entreprises ont ce problème-là. Nous, on le résout grâce à Dimension, où ça nous permet de savoir qui consomme quoi en termes de bande passante et par quel usage. Typiquement, là, ça c'est un jeu de démo, donc on voit ici, c'est un peu moche, mais dans la vraie vie, vu qu'on s'interface avec l'annuaire de la structure, ici on aurait plutôt le prénom et le nom de la personne, d'un employé,
Ici, c'est un utilisateur Wi-Fi. Dans la vraie vie, on peut, sur les boîtiers WatchGuard, on peut donner des clés Wi-Fi aux invités. Et on aurait mis invité, le prénom et le nom de la personne. Ça serait plus clair là aussi. Et de là, ça permet de voir que plus le rectangle est gros et plus la personne utilise beaucoup de bandes passantes. Et donc, ça veut dire qu'ici, on voit que ces deux personnes consomment peut-être 60% de la bande passante. C'est bizarre. En fait, Dimension, c'est ça, c'est un outil de détective pour comprendre ce qui se passe dans la structure. Dans un cas comme ça, on va aller regarder côté application et on va voir quels sont les usages correspondants. Typiquement, là, on voit du YouTube. Et si on filtre sur YouTube, on voit que c'est Anna qui fait beaucoup de YouTube. Et donc, on va voir Anna en lui disant « Anna, qu'est-ce que tu fais avec YouTube? Est-ce que c'est un usage métier ou pas ?» Et là, Anna, elle va nous dire « Ah bah mince, je ne savais pas, j'écoute de la musique sur YouTube. » C'est le grand classique. Hein. J'écoute de la musique sur YouTube, je ne savais pas que je pourrissais la bande passante des autres. Ok. Donc quand on voit un truc comme ça qui est non conforme, on va dans un des services de sécurité du WatchGuard qui est le contrôle d'application, qui permet de contrôler l'usage qu'on fait dans un applicatif et on va mettre une limite en bande passante. Typiquement, au lieu de 500 et quelques mégas, on va passer à 50 mégas de bande passante, donc à 10%. Et ça veut dire que d'un coup, on se retrouve avec un tout petit rectangle et là, on a récupéré plein de bandes passantes pour les usages métiers. Ça, on va pouvoir le faire après à plein de reprises différentes pour aller ensuite trouver qu'il y a, par moment, il y a du Windows Update et on trouve tous les trucs qui sont non cohérents et on va pouvoir justement limiter pour mieux gérer et récupérer de la bande passante. Premier usage. Deuxième usage, c'est on va voir tout ce qui est dangereux dans la structure. Par exemple, on va voir, non plutôt ici, sur la période correspondante, on va voir que, là c'est un jeu de démo, hein, donc c'est pas révélateur, mais on voit qu'il y a tant de virus qui ont été bloqués par l'antivirus de passerelle dont on parlait tout à l'heure. De là, il y a 4 malwares avancés qui ont été bloqués qui avaient été laissés passer par l'antivirus et qui ont été bloqués par l'anti-ransomware. C'est un des services de sécurité du boîtier. Ce qu'on va faire, c'est que quand on voit un truc comme ça, on se dit, on va regarder en relation avec le graphe à droite. Là, on voit que les malwares, ils ont été bloqués par l'antivirus vers 21h. Ici, on voit que les malwares avancés, ils ont été bloqués vers 22h. Qui est en train de faire quoi dans l'entreprise à cette heure-là? C'est bizarre à cette heure-là. Et donc quand on a des trucs comme ça qu'on ne comprend pas, on va aller côté reporting, et on a une centaine de rapports disponibles. Et là, typiquement, on va sur le rapport sur les malwares avancés. Et là, je vais retrouver mes 4 malwares. Si je clique sur le premier, je vais voir d'où il vient. C'est Sid, un utilisateur de la société qui est allé sur tel lien ici. C'est du tiny upload, donc c'est du peer-to-peer, donc il est probablement en train de se télécharger une série télé ou des jeux vidéo. Et si je clique sur le détail de la menace, je vois que c'est un ransomware qui a été bloqué. Et donc, ce type d'outil permet de voir des usages qui peuvent être dangereux dans la société. Le 100% de sécurité, ça ne peut pas exister. Avec nos technos, on va arriver très très proche d'un 99,9999, mais il y a toujours ce petit delta de risque qu'un jour, il y a un truc qui passe. Et donc, ce qu'on fait, c'est que quand on voit des usages dangereux comme celui-là, on va l'interdire purement et simplement. Et donc, en fait, ça veut dire que c'est le gérant de la société ou le chef d'établissement qui va dire dorénavant, j'interdis ce type d'usage parce que, 1, c'est dangereux, et 2, c'est ma responsabilité légale de chef d'établissement ou de gérant qui est en jeu. Donc, je ne veux pas prendre pour les autres, donc j'interdis. Et c'est-à-dire qu'on fait deux choses en général. Première chose, c'est qu'on interdise purement et simplement dans l'outil, comme ça c'est réglé. Et la deuxième chose, si on veut, on va modifier la charte informatique sur laquelle on va expliquer les usages qui sont autorisés, qui sont interdits. On le met à jour régulièrement pour expliquer aux utilisateurs ce qu'on peut faire ou pas. Et là, j'ai un dernier truc à vous montrer sur cet outil. Cet outil permet de savoir tout ce qui se passe dans la structure. Et là, on voit des sites porno. On voit que Jessie, hop, je vais agrandir un peu. Jessie a essayé d'aller sur Porn Furor, YouPorn, Pornhub, Daftporn et Annual Friend Finder. Voyez donc. Ça peut être gênant. Ça peut être gênant, donc ce qu'on fait, c'est qu'en général, on conseille aux gens plutôt de se mettre sur le mode anonyme. Le mode anonyme, c'est on va anonymiser ces usages-là, parce que, imaginez, on est dans un open space et on voit Jessie qui passe, c'est mieux de ne pas savoir que Jessie va sur ces sites-là, sa vie perso. C'est, à la base, il faut se rappeler que les sites porno, c'est pas illégal, c'est légal comme truc. Après, c'est la morale qui le réprouve, et on dit, oh, quand même, mais à la base, c'est pas illégal comme truc.
Mais pour des relations de bon voisinage avec un collègue, c'est bien de ne pas voir le collègue et imaginer qu'il est sur YouPorn là en ce moment, en fait. Et donc... Il peut y avoir des problématiques RGPD aussi. Ouais. C'est des données personnelles et que donc normalement il y a des contraintes liées à ça. Ouais, c'est ça. N'importe qui n'a pas le droit de voir qui fait quoi dans l'entreprise. C'est pas tout le monde qui a le droit, notamment le gérant de l'entreprise. En théorie, il n'est pas censé savoir ce que vous faites. L'administrateur réseau peut le savoir, mais il n'a pas le droit d'en parler à qui que ce soit. Même au chef d'entreprise. Là, je vous montre juste en 2 secondes et après je réponds à la question. Là, on voit l'anonymisation ici. On n'a plus de Jessie, on a tous les usages correspondants, mais par contre, on a les lunettes de soleil ici. Et il y a une personne qui peut avoir un code de déblocage pour, s'il y a des abus, aller savoir qui est derrière ça. Mais ce qui est bien, c'est que en général, c'est super, c'est bien pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi dans une entreprise d'avoir ce type d'outils, parce qu'on voit des trucs dangereux, on voit des trucs qui sont du Netflix pendant la journée, je suis désolé, mais les gens ils sont censés bosser. Et donc généralement quand l'entreprise met en place ce type d'outils, on laisse tourner pendant 15 jours pour voir tout ce qui se passe, et au bout de 15 jours, il y a une réunion générale qui est faite en mode anonyme, justement, où les rapports sont montrés en disant, bon, il y a un utilisateur, on ne dit pas qui, on peut savoir, mais on ne va pas en parler là, qui est allé sur tous ces sites porno-là. Dorénavant, on va interdire ces sites-là. En fait, ça fait un vrai régulateur pour les gens, ils savent que on peut savoir qui fait quoi, donc ils vont arrêter de faire des conneries, justement. Et dans certaines structures, on peut avoir des usages assez communs comme ça. Donc voilà. Et après, on fait une limite, par exemple, les Netflix, on va l'autoriser entre midi et 2. Mais pas avant, pas après. Il y avait une question ? Qu'est-ce qui vous donne l'autorisation de faire ça ? Il y a des lois, il y a des trucs comme ça qui disent que vous avez le droit d'entrer avec ces logiciels À la base, tu sais, tu vas voir dans tes études qu'un admin, il a déjà accès à tout ça. Tout ça, mais dans différents outils Windows, où il peut savoir exactement qui fait quoi. T'as pas d'interdiction. Par contre, justement, comme disait Frédéric, c'est son rôle de contrôle. Parce qu'une entreprise, il y a une responsabilité légale du dirigeant pour tous les usages qui sont faits dans l'entreprise. Donc, à un moment ou à un autre, quand il y a des usages anormaux, il doit pouvoir être alerté par celui dont c'est le métier, en lui disant, attention, il y a des trucs pas normaux qui sont en train d'arriver. Donc, la visibilité, tu l'as déjà. Mais après, c'est pas forcément. Là, l'avantage, c'est que ça te fait une visibilité complète sur tout ce qui se passe dans la structure, justement. Ce type d'usage, tu vas les avoir, il faut aller dans les logs, c'est beaucoup plus compliqué quand tu n'as pas ce genre de tableau de bord, finalement. Donc, un admin y a accès. Les gens pensent qu'ils sont dans l'entreprise et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, l'admin a déjà toutes ces infos, il peut aller voir l'historique de navigation Internet, il peut tout savoir. On est dans une entreprise. Et l'autre élément, c'est qu'après, s'il y a eu la charte informatique et compagnie, si on a expliqué qu'il fallait pas, on peut aller au prud'homme s'il y a quelqu'un qui fait des conneries dans l'entreprise. Il y a une protection pour l'entreprise quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des lois comme quoi les admins ont le droit d'aller. Au final, l'informatique étant payée, vu qu'il y a cette conséquence de responsabilité légale du dirigeant pour les usages qui sont faits dans la société, s'il y a des usages anormaux, c'est lui qui paye, il doit pouvoir avoir dans la loi, avoir droit de regard sur ce qui se passe dans l'entreprise. C'est souvent même pas le chef d'entreprise, c'est l'admin qui a ce droit-là et pas forcément le chef d'entreprise. Typiquement, un admin va pouvoir aller regarder les mails parce qu'il soupçonne qu'il y ait des mails qui puissent poser problème à l'intégrité du réseau. Parce que l'administrateur est en charge de l'intégrité du réseau. Donc si jamais il y a des mails qui contiennent des malwares, il peut aller consulter les mails des personnes concernées pour vérifier qu'il n'y a pas de malware. Par contre, c'est qu'est-ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il voit. Et c'est là que c'est un peu encadré, c'est qu'il n'a pas le droit de voir que Josiane est allée sur un site porno et d'en parler. Ça, il n'a pas le droit. C'est pas une autorisation de dire qui fait quoi dans l'entreprise et de diffuser l'information. Mais par contre, vu qu'il est en charge de défendre le réseau, il faut qu'il ait accès au réseau pour pouvoir le défendre, aux informations pour pouvoir le défendre. Et après, c'est quand on rentre dans des procédures juridiques,
où on va pouvoir désanonymiser en des informations pour pouvoir montrer à des huissiers qu'il y a eu une infraction, qu'il y a eu des comportements illégitimes, etc. Mais c'est très cadré, ça se fait pas. C'est assez. Ça fait l'objet d'un cours entier, quoi, mais effectivement, c'est pas. On ne fait pas ce qu'on veut comme on veut, et l'administrateur, en croisant la personne dans le couloir, se fout de sa gueule parce qu'il a allé sur tel site. On n'a pas le droit de faire ça. Parce que là, tu rencontres la problématique liée à la CNIL, etc., et aux données à caractère personnel. Ça ne se fait pas dans n'importe quel cas. Avec cet outil-là, vous centralisez beaucoup de données, notamment des métadonnées, etc., sur toute l'entreprise, et vous les stockez donc pour entraîner pour entraîner votre système. Non. Là, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. non, là, cette notion de log du firewall, finalement, Dimension, c'est du big data sur les logs du firewall. Tu as des logs, tu as plein d'infos dans tous les sens. Tout firewall a des logs dans tous les sens en pagaille. Et ce que va faire Dimension, c'est qu'il va mettre en forme ces logs-là sur des rapports qui sont compréhensibles par différentes personnes de la société. Et c'est les données correspondantes, les logs correspondants, on les stocke où on veut. Tu peux très bien, pour des raisons de confidentialité, les stocker dans une machine virtuelle, un Hyper-V ou un VMware, qui est stocké sur le réseau du client. Et donc tout reste à ce moment-là en local. Tu peux très bien le mettre dans une machine virtuelle dans le cloud qui va être plus ou moins sécurisée en fonction de ce que tu choisis derrière et qui va être dans le cloud. Tu peux le mettre aussi chez nous, chez WatchGuard, où c'est basé, en ce moment-là, c'est dans notre cloud qui est en Allemagne, à Francfort, et sur lequel en fait ça va être complètement étanche pour qu'un autre client n'aille pas voir les données correspondant à ça. Mais à la base, tu le mets où tu veux finalement. Et après, je vous montre juste un dernier truc, c'est si je reviens ici, on va pouvoir avoir plein de choses. Quand vous toucherez au WatchGuard, allez vous amuser sur Dimension. On peut reculer plein de trucs marrants. Par exemple, là, on va voir que les IPS dont je parlais tout à l'heure, les scans ou les tentatives d'intrusion, ils vont être bloqués par ce module-là. Et on voit que ça vient beaucoup des US. Et si on clique ici, on va voir les adresses IP correspondantes et les attaques correspondantes. Sachant qu'il y avait une question tout à l'heure, sachant que ça, c'est pas parfait, parce qu'il peut y avoir un rebond où une personne va utiliser une techno de VPN finalement pour rebondir d'une adresse IP à une autre, et finalement, c'est pas la source initiale de l'attaque. Mais ça permet quand même de virer un certain nombre d'attaques. Par exemple, ce qu'on fait souvent, c'est que si une structure, une PME française, elle n'a pas de fournisseur ou pas de client et pas de fournisseur en Russie, en Chine, au Brésil, c'est les 3 plus gros spammers de la planète, il va interdire tous les flux en provenance de ces pays-là. Et là, déjà, ça va permettre d'enlever plein de saletés, en fait. Et donc, voilà, on peut faire plein de choses, fouiller tout ce qui se passe dans l'entreprise, trouver des trucs anormaux et les arrêter, finalement. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ça ou pas? Parce que sinon, je passe sur le 3e élément, c'est les modules avancés. Et je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'il y a dans un WatchGuard, parce que ça prendrait 3 quarts d'heure pour faire tout ça. Mais sachez que finalement, un firewall, ici on voit plein de petites pastilles sur la gauche avec ces différents services de sécurité qui vont être utilisés pour les blinder la sécurité d'une société. Et finalement, dedans, on a des modules qui sont assez avancés. Il y a des trucs très classiques. Il y a l'antivirus de passerelle dont on parlait tout à l'heure, il y a un anti-spam. Du filtrage d'URL, en fait, on catégorise des sites web et on dit, par exemple, tous les sites dangereux, on va les interdire. Après, on peut aller plus loin en disant que l'équipe.fr, je l'autorise que entre midi et 2, mais pas le matin, pas l'après-midi, si j'ai envie d'embêter le monde. Le contrôle d'application, c'est mettre un contrôle sur les applicatifs. Par exemple, dire que j'autorise Facebook pour le service marketing, mais pas pour les autres. On contrôle l'usage des applicatifs. Mais surtout derrière, on va pouvoir aller beaucoup plus finement sur certains applicatifs qui peuvent être dangereux pour l'entreprise. C'est ceux-là qu'on va interdire en premier. Et après, il y a plein d'autres choses qui vont arriver. On arrive après sur des modules avancés, comme l'anti-ransomware qui est ici. Et au final, il y a 2 modules là qui sont importants. On a de l'intelligence artificielle dans le scan antivirus qui permet d'aller très loin en termes de protection. Je ne vais pas forcément en parler là, mais je vais juste parler de celui-là, DNSWatch. Non, je ne l'ai pas ici. Ah si, il est là. DNSWatch, c'est un anti-phishing.
Et en fait, nos technos, finalement, elles vont automatiser la protection contre tout un certain nombre de menaces avancées, comme par exemple le phishing. Le phishing, il y a des fois où les menaces, elles sont évidentes. Genre quand on reçoit les mails Amazon, là, en ce moment, c'est tellement gros que directement, on les ouvre même pas, on vire le truc directement. Parce qu'il y a des caractères qui sont mal faits, il y a plein de choses qu'on voit que c'est un faux. Mais des fois, on a des attaques qui sont très très fines et on a vraiment l'impression que c'est légitime. Par exemple, un pop-up Office 365 comme ça qui nous demande notre login mot de passe, bah, c'est la copie parfaite d'un pop-up de vérification d'Office 365. Et ça, il y a eu plein d'attaques comme ça à un moment, ça venait de hackers qui achetaient des pages de pub sur les messageries perso. Et ce qui ciblait, c'est les gens qui ont en permanence sur leur PC leur messagerie ouverte perso et l'informatique de l'entreprise métier en même temps. Et à un moment, cette page de pub faisait un pop-up en demandant le login mot de passe Office 365. Et ce qui est malin, c'est que derrière, il avait maquillé comme une pub classique, légitime, genre pour du Coca-Cola, pour des marques de fringues, des marques de basket et compagnie. Et donc, celui qui cliquait sur cette pub était redirigé sur le vrai fabricant, sur un Coca-Cola ou les marques de fringues. Donc c'était malin, mais sauf qu'il y avait ce pop-up d'Office 365 qui sortait. Les gens, il y a plein de gens qui se sont fait avoir comme ça, qui ont rentré leur login mot de passe et qui se sont fait avoir. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait à ce moment-là une redirection DNS sur on travaille par réputation, et dès qu'on voit des sites comme ça qui sont où on sait que c'est que des saletés qui viennent de ces sites-là, et ben on bloque l'utilisateur et on va essayer de l'éduquer pour lui expliquer ce qu'il aurait dû vérifier, pour essayer de le faire monter en compétence en termes de compréhension des menaces. Et ça, c'est pour ceux qui savent lire, et pour ceux qui ne savent pas lire, on met une page en disant tu as failli te faire hameçonner, on t'a bloqué. Et donc c'est ça, c'est les modules avancés qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin en termes de protection d'une structure. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez quoi comme formation? Moi, j'ai pas une formation technique. Malheureusement, j'ai fait une école de commerce. Et après, en fait, je vous fais cette présentation aujourd'hui parce que je suis dans ce domaine depuis 6 ans. Et au final c'est notre quotidien, donc on voit plein de choses, on a plein d'intégrateurs qui nous racontent comment ça se passe, on voit les articles de presse, on a toute cette information du hacking au sens large, mais par contre j'ai pas cette formation technique qui me manque, donc en fait moi je m'occupe du réseau d'intégrateurs chez WatchGuard. Donc je les anime, je leur donne des infos, je leur permets de monter en compétences, tout ça, et je m'appuie sur des avant-ventes qu'on a chez nous on bosse en permanence avec eux, qui vont aller, là, il y a 2 ans, il y a eu une session par Jérémy, qui est un de nos avant-ventes, qui était venu ici, qui avait fait une session technique, justement, plus technique, beaucoup plus technique que la mienne. Et l'avantage, c'est que votre formation, elle est hyper importante, parce que moi, vu que j'ai cette relation commerciale, il y a plein de notions que je ne comprends pas. Donc en fait, c'est votre formation, elle va vous ouvrir la porte de plein de choses différentes, et c'est super. Après, c'est pas grave, moi ça me permet d'apporter d'autres choses à WatchGuard au niveau commercial, mais à la base, j'ai pas de formation technique. Aussi la preuve que en termes de comportement, vous n'êtes pas forcément obligé, c'est ce que je vous demande dans la SAL, je ne demande pas forcément de préciser comment vous mettez les choses en œuvre, c'est demander qu'est-ce que vous demanderiez, qu'est-ce que vous mettriez en œuvre sans le faire. Et ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'être forcément technicien. Quand vous êtes un technique, vous allez apprendre à mettre en place, et puis éventuellement avant de commencer à comprendre comment ça marche derrière, la mettre en place et puis connaître les bonnes pratiques, ça ne demande pas d'être forcément quelqu'un de particulièrement technique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous proposez des solutions anti-DDoS dans les GR5? On n'en a pas, non. Pour l'instant, non. Après, tu sais, je te dis ça pour l'instant, c'est parce que quand je vois comment on a évolué chez WatchGuard, il y a 6 ans, on faisait, au final, si je reviens en arrière, on avait que la moitié des services de sécurité qui sont ici. Il n'y avait pas, la plupart des trucs qui sont à droite, ils n'y étaient pas. On n'avait pas d'authentification multifacteur, on avait juste du Wi-Fi traditionnel où c'était l'UTM, le firewall qui est contrôleur Wi-Fi.
Depuis, on a maintenant des solutions Wi-Fi Cloud qui sont managées dans le cloud et qui vont beaucoup plus loin, avec les portails captifs élaborés. C'est quand tu vas sur un hôtel où tu as une jolie page d'accueil, où tu peux te connecter par ton Facebook, ton compte Facebook, LinkedIn, Twitter et compagnie. On n'avait pas ça non plus. On n'avait pas la partie endpoint. Donc en fait, la boîte a énormément évolué sur 6 ans. En 6 ans, ce type de solution, on n'en a pas pour l'instant. Après, je te dirais que j'en sais rien de ce qu'ils vont nous rajouter parce que en fait, ils voient tous les usages qui sont... Voyager, c'est une belle pépite, dans le sens où on est en train de devenir un constructeur qui enrichit énormément les solutions de sécurité pour la PME. On ne bosse très très peu avec les très grands comptes. Le 440, on ne bosse pas avec eux. Parce que à une époque, avec eux, en fait, quand on était gamin, nous on avait une pub sur la Renault Clio. Et à l'époque, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu un jour sur les historiques de pub, en fait, et on avait la pub où il y avait le Saoudien avec son fils, où le Saoudien, le fils saoudien, il arrive devant son père en disant « Oh, regarde comme elle est belle !» Et il a la Clio Baccarat, et elle est trop classe, il en est trop fier, et il y a son père qui arrive et qui regarde, il lui vend le truc, hein, l'intérieur cuir, il y a ça, il y a le pommeau de vitesse, le machin, et le père qui dit « Pas assez cher, mon fils !» Et ça résume en fait notre techno. En fait, on a une techno qui est super bien adaptée pour la TPE, la PME, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Mais les grands groupes, ils nous snobent en disant mais ça coûte pas assez cher. Donc c'est pas grave, mais on s'en fout. On adresse une grosse partie du marché par nos solutions étant super bien adaptées en termes de coûts, en termes de fonctionnalités, tout ça. Et progressivement, on rajoute de plus en plus de fonctionnalités. Et donc, je suis sûr que dans 3 ans, on se revoit, je te dis, ah ben on a rajouté ça et ça et ça et ça. Et j'aurais même pas j'aurais même pas imaginé qu'on serait allé dans ces domaines-là. Donc je sais pas si demain on le rajoutera ou pas. Est-ce que vous bossez qu'en B2B ou vous faites aussi des particuliers? Non, on ne fait pas le particulier parce que ça demande des forces, ça demande plein de marketing, ça demande... Et parce que aussi, c'est que nos technos sont quand même, il faut les maîtriser, il faut les installer, il faut les paramétrer, il faut comprendre ce qu'on fait. Quand ils vont voir nos produits, il faut rentrer dedans, il faut comprendre ce qu'il y a. Et un particulier n'est pas capable de paramétrer ce genre de choses. On n'est pas dans le marché du B2B.